On a bien aimé ton profil, mais tu n'as pas assez d'expérience. Dis-moi, comment t'as fait ça sur Excel? Vous les jeunes, vous êtes vraiment des geeks, hein? Excuse-moi, je suis en appel avec la directrice. Je sais, mais tu pourrais envoyer le mail récapitulatif de l'événement à l'équipe com, c'est urgent. Et oui, aujourd'hui, on va parler des étiquettes des étudiants dans le monde du travail. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast M2I. Je m'appelle Erika, votre nouvelle host. Actuellement, en dernière année du Master Management interculturel et international, l'entrée dans le monde du travail approche rapidement. Mais quelles sont réellement les attentes des employeurs vis-à-vis des gens diplômés? Et surtout, comment nous sommes perçus dans ce milieu? On parle souvent des étiquettes. Ces sortes de catégories que l'on attribue aux personnes en fonction de leur comportement et de leur apparence. Elles sont souvent polarisées, soit elles idéalisent, soit elles dévalorisent une personne. Même si ces étiquettes nous permettent de classer les gens plus facilement, elles ne tiennent pas compte de la diversité individuelle et peuvent également influencer la perception et l'estime de soi. Pour en savoir plus sur ce sujet, quoi de mieux que d'écouter des étudiants qui vont nous partager leurs expériences. Je suis ravie d'accueillir 2 étudiants de ma même promotion. Merci les filles d'être là. Je vous laisse vous présenter. Hello tout le monde, du coup moi c'est Amani et je suis en 2e année du Master M2I. Et pour ma part, j'ai choisi le parcours IBD. Bonjour à tous, alors moi c'est Inès, je suis ravie d'être là, même année de master, et pour moi ce sera le parcours communication. Super, merci beaucoup les filles. Merci à toi. Et aujourd'hui, du coup, on va parler un petit peu de vos expériences professionnelles. Est-ce que vous pourriez nous donner beaucoup plus de détails de quelle expérience vous voulez nous partager? Alors, moi j'ai choisi de parler de mon premier vrai métier, si on peut le dire comme ça. J'avais 18 ans et j'ai travaillé en tant que chargée d'assistance au service médical de Fil Assistance Internationale. Oui. C'est pas un métier qui est très connu, moi j'avais aucune idée que ça existait avant de travailler dedans. Et j'ai énormément appris. C'est une expérience qui m'a vraiment formatée, on va dire, pour la suite de ma carrière professionnelle. Et j'ai hâte d'en parler plus avec vous. Super. Alors de mon côté, et c'est assez fou ce hasard, mais ce sera aussi ma première expérience professionnelle, donc à 18 ans, quand on peut enfin y rentrer officiellement. Et c'est dans le monde médical. J'ai eu la chance de travailler comme hôtesse d'accueil et standardiste dans une clinique spécialisée. Et du coup, je parlerai vraiment de ça, sachant qu'une clinique spécialisée, c'est une clinique privée. Donc c'est vrai que c'est un système assez différent du public. Donc ça va être très intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Super. Bon, on va commencer par ça. Déjà, je trouve que vous avez des profils très intéressants et surtout que vous venez des secteurs différents. Donc maintenant, j'aimerais savoir quel est votre ressenti général de cette expérience et est-ce que vous avez eu l'impression qu'on vous a collé des étiquettes? Alors, moi je vais dire que j'ai plutôt eu beaucoup de chance parce que dans l'entreprise que j'ai intégrée pour ce CDD, il y avait beaucoup de jeunes. Donc il y avait des gens de mon âge. Je n'étais pas entourée de personnes qui avaient l'âge de mes parents et il n'y avait pas vraiment ce conflit générationnel qu'on peut parfois retrouver. Donc j'avais plutôt de la chance à ce niveau-là. Et donc les potentielles étiquettes que je pouvais me prendre, on se les prenait tous ensemble. Donc il y avait un côté solidarité entre nous, ça faisait du bien. Mais globalement, l'expérience était plutôt positive. J'ai eu la chance d'être entourée de managers qui avaient l'habitude de travailler avec des jeunes étudiants. Parce que c'était un job saisonnier. Donc, tous les étés, en fait, l'entreprise reçoit des étudiants pour une durée de 4 mois. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'assistance médicale est vraiment très importante pendant l'été. Parce que ce qu'on fait très, très souvent, c'est des rapatriements. Et un rapatriement, le but, c'est vraiment de faire en sorte que quelqu'un rentre chez lui. Donc, pour rentrer chez toi, il faut que tu sois loin de chez toi. Oui. Et en général, c'est pendant l'été qu'on va dans le sud pour profiter un peu du soleil. Et là, on se blesse et il faut rentrer sur Paris. Et donc, c'est là que nous, on intervient. Donc, à ce niveau-là, pendant l'été, l'entreprise engage beaucoup de jeunes pour renforcer l'équipe d'assistance médicale. Oui. Et donc, j'ai eu la chance d'être bien entourée. Donc, les étiquettes, franchement, j'ai pu m'en détacher un peu, on va dire ça comme ça.
Trop bien. C'est vrai que le soleil, ça manque un petit peu en ce moment. Tout à fait. De mon côté, en termes de ressenti général, Oui. alors moi, il n'y avait pas de jeunes. J'étais vraiment la seule qui était autour des 20 ans à l'époque. Donc, c'était vraiment des professionnels de santé, donc médecins qui avaient plusieurs années d'études, le directeur général, la comptabilité. Je travaillais surtout avec les infirmières, donc les cadres, notamment infirmières. Donc, c'était assez intense. Et en termes d'étiquette, alors l'équipe était top, très bienveillante, mais c'est vrai que j'ai ressenti du coup un certain décalage au niveau générationnel. Oui. Et j'avais personne J'imagine. pour le coup pour partager ces étiquettes-là et ce décalage-là. Mais c'est vrai que je dirais pas que ça a totalement été négatif, mais c'est vrai que j'ai noté certaines différences de comportement. Et Bien sûr. j'en parlerai du coup un petit peu après, plus en développant, mais en plus j'étais un peu toute seule à ce poste-là. C'était moi qui étais vraiment la première image, donc les gens rentraient, ils vont pas bien. C'est vraiment un système assez particulier. Et ils sont là, ils sont perdus, on est ici, on est standardiste, on les guide. Mais je prenais aussi tous les appels téléphoniques, donc tous les rendez-vous des médecins, fallait suivre les dossiers. Donc c'est vrai que mentalement, moi, en termes d'expérience, ça a été assez sport. Aïe. Oui, j'imagine. Alors justement, parlons un petit peu des défis multigénérationnels. J'aimerais savoir du coup comment ça s'est passé votre intégration dans l'équipe. Est-ce que vous avez retrouvé peut-être des défis beaucoup plus liés du coup à la maîtrise de la technologie ou des exemples de pareil? Alors moi, j'ai eu Excel. Ah, oui, moi je n'ai pas eu Excel. Donc à ce niveau-là, j'étais bien, mais je dirais que moi j'ai été surprise. Parce qu'en fait, je pense qu'on s'y attend pas forcément tous quand on rentre dans le monde du travail. Mais moi, j'avais des collègues qui avaient l'âge de mes parents et même plus. Et je me suis liée d'amitié avec ces personnes. Donc c'était très troublant pour moi. Je me suis dit, ok, cette dame, elle a littéralement l'âge de ma maman et je l'adore. En fait, c'est ma pote. Donc c'était très bizarre. Et ça m'a également aidée à être plus à l'aise parce que vraiment, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. L'équipe était vraiment top. Tout le monde nous a bien accueillis. On a eu 2 semaines de formation. Donc formation vraiment très, très intensive, on va dire. On a eu 1 semaine de formation très théorique. Donc, c'était vraiment dans une salle avec des cours. On nous écrivait sur un tableau les choses à apprendre, etc. Et ensuite, 1 semaine de formation immersive. Donc, on allait sur le plateau d'assistance. On se posait avec ceux qui étaient déjà là. Et on les écoutait, on les voyait faire quoi. On regardait un peu, on posait des questions, etc. D'accord. Donc, moi, au niveau générationnel, j'ai eu plutôt de la chance. Franchement, je n'ai rien à dire à ce niveau-là, c'était vraiment top. Non seulement il y avait beaucoup de jeunes, et en plus les personnes qui n'étaient pas de la même génération que nous étaient très accueillantes. Donc j'ai eu énormément de chance à ce niveau-là, j'en suis très bien consciente. Non, c'est sûr. Et pour toi, Inès, est-ce que ça s'est passé un peu comme pour Amani ou est-ce que tu as retrouvé des défis ? Alors, le premier défi, moi, c'était la formation. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en manque de standardistes parce que la dernière était en congé maladie. Ouais. Voilà, c'était pas prévu. Et c'était aussi pendant les vacances d'été. Il faut savoir que quand il y en a qui peuvent partir en voyage et profiter, même s'ils se cassent la cheville ou le tibia, il y en a d'autres, ils vont vraiment pas bien. Et en fait, ils sont moins suivis puisque tous les professionnels partent en vacances. Donc, c'est vrai qu'on a eu un énorme turn de personnes qui venaient dans la clinique. Et du coup, je suis vraiment arrivée, j'ai eu 1 après-midi de formation. Oui. Et c'est vraiment un poste multitâche. Oui. On dit souvent d'ailleurs que pour les jeunes, on cherche un profil polyvalent. Alors attention, polyvalent, ça veut aussi dire beaucoup de missions et pas le salaire qui suit. Alors en termes de salaire, c'est dans le privé, donc j'ai eu assez de chance. Mais c'était quand même un temps plein assez intense. Et c'est vrai que à ce niveau-là, formation Excel en plus à 18 ans, j'avoue que c'était pas ma passion pendant le bac d'avoir tout ce qui était informatique. Mais bon, je m'en suis sortie, le bon sens aussi, la logique, je suis très organisée. Amani aussi, ça je sais. On a ça en commun. Voilà, donc à ce niveau-là, ça allait, j'ai très vite compris la chose. Mais c'est vrai qu'au niveau... du coup, je suis un peu arrivée comme la sauveuse. C'est-à-dire qu'on m'a tout de suite délégué beaucoup de tâches. Et je sais que souvent, les jeunes, on se dit non, ils sont pas capables. Mais en fait, là, ils n'avaient pas le choix. Et du coup, c'était un petit peu en mode, on veut pas trop te le donner, mais en même temps, on est overbooké. Donc, tiens, débrouille-toi, t'as des questions, tu viens nous les poser, mais t'auras pas forcément les réponses. Oui. Et du coup, c'est moi qui devais vraiment démarcher, aller voir les gens, les professionnels, un petit peu les bousculer dans leur programme pour trouver les réponses. Parce que c'est une chose que j'arrive bien à faire et je conseille vraiment de le faire, c'est d'aller chercher les réponses. Vous n'êtes pas devin,
si on vous a pas transmis toute la démarche de la mission et que vous voulez la savoir, faut aller la chercher. Mais du coup, à ce niveau-là, ils ont très vite compris comment je fonctionnais. Oui. Et ils ont répondu à mes questions. Mais après, niveau génération, ça allait. Je sais que la secrétaire, parfois le matin, amenait des chouquettes et m'appelait en faisant « Descends dans le bureau 5 minutes !» Oui. Histoire de me donner un petit peu de sucre et de bon cœur avant que j'attaque le welcome de tous les patients. Mais c'est vrai qu'on avait du coup l'hôpital de jour, donc les patients qui venaient que la journée mais qui repartaient le soir. D'accord. Et on avait l'hôpital du coup constant où là les personnes restaient vraiment plusieurs semaines voire mois. Donc il y a vraiment des suivis très différents à ce niveau-là. Ouais. Ok, ça marche. Et là, c'est important aussi parce que c'est vrai, je veux bien rajouter quelques idées à ce que tu as dit, Inès. Je pense que là, actuellement, on cherche aussi des profils, surtout pour les jeunes, des profils beaucoup plus dynamiques, polyvalents, etc. Mais je voulais savoir si, à un moment donné, justement, comment vous avez fait pour communiquer peut-être les limites et dire oui... je viens d'arriver et justement pouvoir aussi communiquer par rapport à la formation, comment est-ce que ça se passe, l'encadrement et voilà donc Alors, ça va plutôt être dans la deuxième partie de ma formation, donc la deuxième semaine, parce que la première semaine, on avait une manager qui venait avec nous, donc on la connaissait, on avait commencé à créer des liens avec elle, on la voyait tous les jours, bon, voilà, il y avait une certaine habitude qui s'était créée. Mais à partir de la semaine 2, on travaillait avec des gens qu'on n'avait pas rencontrés auparavant. Donc, il y a eu un moment d'adaptation. Okay. Et quand tu arrives dans un secteur que tu ne connais mais absolument pas, tu as vraiment l'impression de ne servir à rien parce que tu as l'impression de déranger, en fait, à poser des questions toutes les 5 minutes. Et c'est littéralement ce qui s'est passé, moi, quand je suis arrivée. Après la formation théorique, j'avais l'impression de savoir des choses. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai compris le principe, voilà, faut répondre au téléphone et tout. Oui. Et j'arrive, mais c'est pas ça. En fait, c'est très différent. Je me pose à côté d'une chargée d'assistance qui reçoit un appel d'un patient qui est très, très énervé, en colère, qui crie au bout du fil. Et moi, je sais pas comment gérer ça. Et par la suite, il commence à te passer des appels. Donc, on te dit, bon, voilà, il y a un appel, ça a l'air plutôt simple, prends-le. Bon, wow. Tiens, je le prends finalement, c'est pas si simple que ça. Donc bon, voilà, oui. on est un peu lancé dans le truc. Après, c'est important d'être mis dans le bain dès le début aussi pour s'adapter, parce qu'il faut bien ça. Mais c'est vrai que le choc, il est quand même plutôt brutal. Ça dépend des gens. Et moi, j'avais, pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux questions, j'avais peur de poser des questions, moi. Oui, mais c'est ça, en fait. Parce que j'avais peur qu'ils pensent que j'étais incapable, en fait, que je savais pas quoi faire. Je me suis dit, bon, je vais poser des questions. Elle en a déjà parlé la semaine dernière. Je suis censée savoir. Pourquoi je redemande? Donc, ça fait un peu la fille qui n'a pas écouté en classe, quoi. Oui. Donc, j'avais peur. Donc, je sais que j'ai fait 2-3 erreurs au début. Donc, ne suivez pas mon exemple. Mais par la suite, j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment mieux de poser 50 questions que de faire une erreur qu'on aurait pu éviter, quoi. Et surtout que dans le domaine de l'assistance, on s'occupe de personnes. C'est des gens. C'est pas des produits, c'est pas un service, non, c'est des personnes en fait. Donc on peut pas se permettre de faire une erreur quand ça concerne la santé de quelqu'un. Donc c'est super important, c'est très délicat. Donc quand je me suis rendu compte de l'importance de ce que je faisais, je me suis dit non, Amani, pose la question s'il te plaît, arrête. Oui, bon, mieux le faire. Hein. La sécurité. Oui, tout à fait. Et du coup pour toi, Inès, peut-être la charge du travail. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as suggéré aussi? Parce que je pense que aussi on cherche un petit peu que nous, on soit autonome. Mais justement, si on n'a pas eu une formation, c'est très compliqué. Alors, j'ai eu une demi-journée de formation. Waouh, attends, le grand luxe. C'est vrai qu'on m'a demandé d'être autonome très vite. Et comme l'a dit Amani, il y a le côté humain qui compte énormément par rapport au reste. C'est-à-dire qu'on est confronté à des gens qui vont pas forcément bien. Parce que bon, j'ai aussi travaillé dans d'autres domaines où là, les gens étaient contents d'être là, donc c'est toujours plus facile de discuter avec eux. Mais là, ils ont vraiment des problèmes. Ils viennent pour ça, pour les régler, mais ça va pas. Et il y a ça, en fait, qui s'ajoute en fait, au travail théorique, je dirais, donc c'est-à-dire noter les rendez-vous, gérer le planning, voir si toutes les infirmières sont là ou pas, voire même aussi la cantine, gérer un petit peu les passes. Ah non, mais polyvalente jusqu'au bout. Oui. Ah non, mais... Tout. Voilà, absolument. Après, moi, ça m'intéresse aussi, parce que j'étais très curieuse et j'en demande toujours. Moi, j'aime pas faire la même tâche répétitive. Je veux voir, en fait, aider les services. Et c'est aussi pour ça que je suis en communication, je fais le lien. C'est parce que j'ai vu que ça manque tellement de communication partout, dans tous les secteurs. Totalement. Il n'y a pas de lien entre les gens. Les gens ne savaient pas où étaient les docteurs, où étaient les infirmières.
C'était un enfer. Du coup, j'étais un petit peu là à prendre les initiatives aussi, parce que moi, j'aime quand ça bouge. Oui. Et il faut que ça bouge. Et du coup, ça leur a plu, mais ça m'a aussi, je pense, surresponsabilisée au début un petit peu. Après, bon, on change pas une équipe qui gagne, hein. Mais c'est vrai qu'il y avait du coup ce côté de « Ah, bah elle prend les initiatives, elle assume, même si elle fait des erreurs, elle demande, elle corrige. Ok, go ». Donc il y avait ça. Mais c'est vrai que déléguer autant, ça, c'est chaud. Surtout que je rentrais, c'était le bac, je rentrais en licence. T'étais la nouvelle Absolument, je connaissais pas trop bien l'équipe. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté-là de ok, on lui fait confiance, mais on la surveille du coin de l'œil. Et vu que je suis standardiste, c'est moi la première à l'accueil que les gens voient. C'est moi, quand les gens ont une question et qu'ils ne trouvent pas un interlocuteur, ils vont me voir. Il faut savoir que c'était une clinique psychiatrique. Donc forcément, quand ils viennent de voir le médecin, mais qu'ils n'ont pas eu assez de discussions pour eux, t'es un petit peu la psy de réserve. Donc ils viennent s'accouder là et ils discutent pendant que tu remplis ton tableau Excel. C'est pas forcément pratique. C'est pas forcément facile. Mais bon, t'es là, t'es à l'écoute. Et c'est par exemple là où j'ai appris que parfois, faut pas ouvrir la conversation. C'est-à-dire quand les gens disent « bonjour, ça va ?» faut dire « oui ». Et pas « oui et vous ?» Parce que s'ils sont là... Voilà. Ils te racontent toute leur vie. Absolument. Et puis même parfois, ils te regardent, ils font juste le petit sourire en coin de « non ». Et là, tu te dis « my bad ». Voilà. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de responsabilités à gérer. T'as que 18 ans, tu sors du bac. Et donc, t'es face à tout ça. Et moi, j'ai tendance à beaucoup agir. J'aime beaucoup tout tester. Donc, c'est vrai que j'avais cette capacité-là, et tant mieux. Après, ils m'ont fait confiance dès le début, malgré la surveillance de côté. Mais dans le sens où, ok, t'es responsabilisé, je vois que t'as les épaules, ça va. Mais c'est vrai qu'il y avait tout ce côté-là de... est-ce qu'elle peut le faire ou pas ? Parce qu'au début, je veux dire, une demi-journée de formation, c'est pas assez. Oui. Voilà. Oui, alors pour rebondir un peu sur les limites également à poser, je sais qu'il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que dans le service dans lequel je travaillais, pendant le week-end, on faisait de l'obsèque. Donc on recevait des appels de personnes qui venaient de perdre des proches et on devait les mettre en relation avec les pompes funéraires. Donc vraiment, imaginez-vous une personne qui vient de perdre un parent qui vous appelle. J'avais 18 ans. Je suis une personne relativement, on va dire, sensible, plutôt émotive, et j'ai beaucoup d'empathie. Donc c'était compliqué. Et le but, c'est pas d'affoler la personne au bout du fil, c'est pas de pleurer avec lui, en fait. Moi, je suis censée rester calme, professionnelle, lui dire, parce que j'ai besoin d'informations pour établir le lien. Je peux écouter un peu la souffrance de la personne et tout, j'ai quand même de l'empathie. Mais le but pour moi, c'est d'avoir les informations qu'il me faut pour contacter les services qu'il faut contacter. Donc à ce niveau-là, les premières fois, c'était très très compliqué pour moi. J'avais du mal aussi à poser une limite entre mes émotions et mon travail. Je me retrouvais parfois à pleurer un petit peu. Voilà. T'as raison. Oui, parce que j'avais mal avec ces personnes-là. Je peux comprendre ce qui se passe. Vraiment, j'ai eu des personnes qui m'appelaient qui étaient très pragmatiques. Donc ça se voit que c'est des personnes qui se sont dit, ok, bon, là il y a la souffrance d'un côté, il faut vraiment qu'on se concentre sur les papiers, il faut qu'on fasse les choses administratives, etc. Mais il y a des personnes qui étaient beaucoup plus dans le... Enfin, ça se sentait que c'était très récent, quoi. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué de se canaliser, de se dire, ok, là, je suis censée avoir des informations, moi, j'ai besoin de savoir le nom, l'adresse, etc., pour faire avancer le dossier, justement. Mais là, je sais que moi, les premières fois, c'était très compliqué. Heureusement, dans l'entreprise où j'étais, on avait des personnes spécialisées, donc des psys, qui pouvaient parler avec nous quand on avait besoin. Et c'était sympa de savoir qu'on pouvait aller se confier quand ça prenait un peu trop le dessus sur nos émotions personnelles, quoi. Oui, je rebondis là-dessus. C'est très lourd. C'est très lourd d'avoir les appels. Du coup, moi, c'était des gens qui prenaient des rendez-vous avec les psychologues, qui parfois voulaient du coup être hospitalisés. Il faut savoir qu'il y a toute une démarche. Donc, pourquoi ? Quelle est la raison ? Et parfois, les raisons étaient très dures. Pour les gens qui vont pas bien, donc dépression, addiction, tout ce genre de choses. Et on avait des cures de sommeil. Wow. Et c'est là où j'ai découvert que peut-être j'aurais dû être hospitalisée aussi pour pouvoir dormir un petit peu plus. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu te rends compte que ces personnes que tu as au bout du fil, qui sont au bord du gouffre presque, ça pourrait être toi. Qui sont tout aussi humaines que toi et que c'était la goutte de trop et du coup, ils viennent vers toi. Totalement. Et quand tu as 18 ans, quand tu es aussi jeune, quand tu es en train aussi de te construire et que tu es face à autant d'émotions, les limites au niveau empathique, c'est d'une difficulté. Je sais que je bougeais pas trop de mon bureau, j'étais très souvent assise, mais le soir, j'étais épuisée. Oui. J'étais usée, en fait, par autant de poids émotionnel à gérer. Puis t'es là, t'es devant, faut pas te mettre à pleurer, faut garder ton sérieux, faut dire oui, je comprends,
je vous écoute. Mais en même temps, il faut être là en mode, mais j'ai besoin de votre adresse mail et de votre numéro de téléphone. Totalement, c'est ça. Et c'est vrai que ça, en termes de limites, c'est compliqué. Puis même, je sais, parfois, je rentrais le soir et j'avais encore la sonnerie du téléphone en boucle dans la tête. Waouh. Parce que c'est constant toute la journée. Et ça, on n'en parle pas. Mais il y a aussi une pollution au niveau émotionnel, intellectuel, qui est constante, surtout dans ce genre de domaine qui est vraiment lié à l'humain. Tu rentres pas chez toi, c'est pas fini. Tu y repenses, ça te travaille en fait. Oui, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on est à la recherche de stages. Et souvent, dans les fiches de poste, on dit diplôme en école de commerce, marketing et communication. Et je voulais savoir justement ce que vous en pensez de la valorisation et des valorisations des diplômes. Alors, c'est vrai qu'on est en plein dedans. En ce moment même avec la recherche de stage, quand on voit école de commerce sur une fiche de poste, on se dit ok, bon voilà, c'est pas moi. Donc page suivante. Mais je pense également que c'est important en tant qu'étudiant de se rendre compte de notre valeur en fait. On a quelque chose à apporter. L'entreprise nous apporte quelque chose, on lui apporte également quelque chose. Et je pense également que la caractéristique principale de notre génération, c'est l'adaptabilité. On a, je pense, cette force de caractère qui nous permet de vraiment s'adapter à différents environnements. Peut-être ça vient de notre éducation, de notre histoire, de je ne sais quoi, mais en tout cas, je pense qu'on a ça en commun. Et c'est important à notre niveau de le mettre en valeur. Pendant les entretiens, sur le CV, etc. Et puis bon, si le stage n'est pas pour nous, c'est pas grave, on trouvera bien un stage à un moment donné. Voilà. Je suis d'accord. Alors moi, de mon point de vue, c'est une équivalence qu'ils cherchent. C'est-à-dire que comme l'a dit Amani, on a nos compétences, on a nos capacités, on a notre expérience aussi, parce qu'on ne fait pas forcément du travail, mais on gère tout ce qui est familial peut-être, amical, on gère peut-être des associations. Donc il y a plein de choses qui vont en dehors et qui nous donnent les compétences requises. Personnellement, je postule pour des postes d'école de commerce, parce que je sais que je peux le faire. Comme elle l'a dit, l'adaptation, c'est clé. Et aujourd'hui, en fait, on reste pas 50 ans dans la même entreprise à faire exactement la même chose. En fait, on change, on veut découvrir, on veut apprendre. Moi, c'est vraiment une soif d'apprendre qui est constante. Et c'est ce que je recherche. Je veux pas m'ennuyer, je veux pas me lever tous les matins en me disant « ce sera encore la même chose ». La même routine, super. Non, c'est pas le but, en fait. Et c'est vrai qu'en termes de valorisation, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un bac+5, c'est pas aussi bien vu qu'il y a 20 ou 30 ans. J'ai l'impression que c'est un prérequis, mais qu'on nous paye pas forcément plus, qu'on reconnaît pas forcément toutes nos années d'études, que la théorie qu'on a vue, en fait, c'est juste de la théorie. Or que non, on peut se visualiser dans l'avenir. On a des capacités, on fait des projets, on fait du travail de professionnel en événementiel, on fait de la communication de pro au niveau du master. On a tellement de choses, de pluralité en fait, les gens ne s'en rendent pas compte. Et il faut se faire confiance, comme a dit Amani. Ça, je suis totalement d'accord là-dessus. Il faut se faire confiance parce qu'on a vraiment les compétences de le faire. On a les qualités et on est les êtres humains qu'on est et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est unique. Totalement. Oui. Et j'ai une phrase aussi qui m'a énormément marquée tout au long de mon parcours. Et c'est justement qui ne tente rien n'a rien. Donc je pense qu'on pourrait garder cette phrase justement pour nous pousser à candidater ou à envoyer des CV justement. Même si parfois on ne remplit pas tous les prérequis. Non, parce que ça s'apprend aussi. Et comme on l'a dit, il faut poser des questions. Poser les questions. Il y a des gens, ils ne savent pas non plus, alors que ça fait 30 ans qu'ils sont en entreprise. Faut pas hésiter, en fait. C'est important. Et qui ne tente rien n'a rien, c'est sûr. De toute façon, au pire des cas, on perd rien. Et au mieux, on gagne. Donc franchement, c'est quoi le malus là-dedans ? Ouais, tout à fait. Et bon, on a vu un petit peu que du coup, ce sujet-là, il est très vaste. Mais malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps pour continuer à découvrir d'autres étiquettes. Mais je peux du coup garder quelques idées qu'on a pu aborder du coup pour cet épisode. Et ça serait du coup les challenges générationnels, la dévalorisation des diplômes. Tout à fait. Et notamment comment savoir poser ses limites. Il faut savoir que ces étiquettes, nous on a remarqué qu'elles ont un impact dans notre recherche pour un stage ou pour un emploi, mais aussi ça va impacter aussi au moment de pouvoir nous intégrer dans une équipe. Et juste aussi pour faire un petit peu le lien, j'ai trouvé justement une étude de l'Organisation internationale du travail qui a révélé que près de 50% des jeunes travailleurs estiment que les stéréotypes sur leur âge et leur manque d'expérience freinent leur succès à des postes à responsabilité. Ça m'étonne même pas. Oui, justement. Donc, je vous laisse réfléchir sur ce sujet
Et je vous invite aussi à partager vos pensées dans les commentaires. Les filles, est-ce que vous aurez un dernier mot à ajouter ? Alors, moi, je veux vraiment, vraiment dire à toutes les personnes qui écoutent ce podcast de se faire confiance. C'est super important, je vous promets que vous avez les compétences requises pour faire le métier que vous voulez faire. Vraiment. Il y a plein de choses que vous pourrez apprendre sur le tas, comme on dit. Et moi, s'il y a vraiment quelque chose que j'ai retenu de ma première expérience dont j'ai parlé dans ce podcast, c'est vraiment que vous pouvez rentrer dans un secteur que vous ne maîtrisez pas et sortir de là avec plein de compétences. Vous allez apprendre, il n'y a pas de souci et c'est OK de se tromper. C'est OK de ne pas savoir, c'est OK de poser des questions à multiples reprises. Ne vous censurez pas à ce niveau-là, vraiment, posez des questions, osez aller parler aux gens, demandez, renseignez-vous. Et vraiment, je vous promets que vous serez fiers de vous à la fin de l'aventure, on va dire ça comme ça. On est déjà fiers d'eux, en tout cas. Oui. Je rebondis sur le droit à l'erreur. C'est vraiment quelque chose, aujourd'hui, on nous reproche un petit peu, en fait, d'en faire. Sauf que on peut pas savoir d'avance. Et vraiment, on a le droit à l'erreur, on a le droit de recommencer, on a le droit de se dire « Ah, finalement, c'est pas pour moi, je veux faire totalement autre chose. » On peut recommencer à 20 ans, 50 ans, 80 ans. En fait, le but, vraiment, dans la vie, c'est pas de souffrir. C'est d'aimer ce qu'on fait, de se lever matin, au moins sans se dire « J'ai pas envie d'y aller. » Non. Au moins de se dire « Bon, ça va être une bonne journée. Si c'est pas une bonne journée, j'ai des bons collègues, j'aime mes missions, je me sens utile. » Vraiment, donner un peu de sens, parce que c'est important, en fait, de prendre soin de... On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Donc autant l'aimer un petit peu et faire ce qu'on aime dans cette vie. C'est vraiment super important. Donc si vous voulez recommencer, recommencez tout. Donnez-vous les clés, faites-vous confiance. Je retombe dessus en fait, parce que c'est lié. Vraiment, go for it. It's your sign. C'est trop beau les filles. Je pense que vous aviez tout dit. Et sur ça, on arrive à la fin de cet épisode. Merci encore une fois à Mani et Inès pour votre participation. Et je vous rappelle que cet épisode, elle sera disponible sur Spotify et YouTube. N'hésitez pas aussi à suivre notre compte Instagram et LinkedIn. Et à très vite pour un nouvel épisode. Bye. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.